Un étranger vêtu aux couleurs de l'arc-en-ciel, muni d'une flûte en argent, sauve une ville d'une infestation de rats. Mais lorsque cette ville le floue, il vole leurs enfants et disparaît dans les collines sans jamais revenir. On dirait une histoire de feu de camp, mais les habitants de Hamelin affirment que c'est arrivé. Les questions sont: que s'est-il passé? Et le véritable joueur de flûte était-il terrifiant? D'accord, maintenant suivons la musique. Nous connaissons tous les grandes lignes. À une certaine époque du Moyen-Âge, la ville allemande de Hamelin est envahie par les rats et un mystérieux joueur de flûte vêtu de vêtements multicolores, ou bigarré, propose de régler le problème. Il joue de sa flûte et les rats le suivent jusqu'à la rivière Weser où il se noie. Mais les habitants de Hamelin refusent de payer, alors il revient lors de la fête de Jean et Paul, les saints, pas les Beatles. Il rejoue de sa flûte et cette fois, tous les enfants de Hamelin le suivent hors de la ville pour ne jamais être revus. Les versions diffèrent des sucres sur la fin, mais dans tous les cas, le terme « joueur de flûte » de Hamelin est finalement devenu un raccourci pour désigner un leader charismatique, un escroc, ou toute personne au charisme dangereux. Les chefs de secte, les politiciens, Taylor Swift, vous voyez le genre? On l'associe aussi parfois à payer le joueur de flûte, mais les spécialistes notent que cette expression est plus probablement l'abréviation de l'expression sans rapport « celui qui paie le joueur de flûte choisit la musique ». Il existe de nombreuses versions de ce conte. Johann Wolfgang von Goethe y a fait référence dans un poème inachevé de 1803 traitant le joueur de flûte comme une puissance surnaturelle. Les frères Grimm, qui recueillaient des contes populaires allemands au début du XIXe siècle, en ont fait une fable morale, où l'ingratitude d'une communauté est punie par la perte de ses enfants. Et en 1842, le poème de Robert Browning, Le joueur de flûte de Hamelin, en a fait une comptine pour enfants de l'époque victorienne, parce que les enfants victoriens étaient apparemment plutôt coriaces. Dès lors, le joueur de flûte a quitté le folklore. Kate Greenaway l'a illustré pour des livres d'enfants, et des compositeurs ont créé opéras et ballets. Au XXe siècle, les cinéastes l'ont réimaginé tantôt en héros anti-establishment, tantôt en précurseur du rock, et les Looney Tunes l'ont transformé tour à tour en Porky Pig ou en Sylvestre le chat. Le ton de l'histoire a beaucoup varié, passant du comique au romantique puis au tragique, mais son attrait reste universel. Chaque époque projette ses peurs sur lui. Lors de la peste, il était messager de mort. Durant l'industrialisation, il symbolisait le prix du progrès. À l'ère des médias de masse, il est devenu un avertissement contre l'idolâtrie aveugle des célébrités. Et dans Le joueur de flûte de Guadeloupe, il était le faire-valoir de Speedy Gonzales, la souris la plus rapide de tout le Mexique. Et pourtant, sous chaque nouvelle version, un détail troublant refuse de disparaître. La ville de Hamelin affirme que c'est réel. Pendant des siècles, elle a gardé les archives du jour où nos enfants sont partis. Et cette note civique troublante transforme un conte de fées en un véritable mystère historique des plus inquiétants. Si vous étiez entré dans l'église paroissiale de Hamelin vers l'an 1300, vous auriez peut-être vu un vitrail représentant un personnage richement vêtu menant des enfants vêtus de blanc. La fenêtre, perdue au XVIIe siècle, avait été décrite et copiée avant sa destruction. Une reconstitution moderne existe encore, et cette image inquiétante explique pourquoi de nombreux historiens pensent que la légende commémore une tragédie précise. À l'extérieur de l'église, la ville a aussi commémoré la date. Une note de 1384 dans les archives de Hamelin compte solennellement le temps depuis la catastrophe. Cela fait 100 ans que nos enfants sont partis. Cette formulation glaçante montre que ce souvenir faisait partie de la mémoire de la ville, pas seulement de la littérature, on peut même encore toucher l'histoire gravée dans la pierre. Un fragment d'une porte de la ville construite en 1556 mentionne la disparition. Et une inscription du XVIIe siècle sur la maison du Rattenfänger, ou maison du chasseur de rats, sur Bunglos et Bunglossenstrasse, reprend les faits de base avec une date précise, le 26 juin 1284. En fait, selon les habitants, la rue doit son nom, qui signifie rue sans tambour, parce que la musique et la danse y ont été interdites par la suite, un peu comme une version médiévale de Footloose. Nous avons aussi un récit écrit ancien connu sous le nom de manuscrit de Lunebourg datant du milieu du XVe siècle. Il en expose l'essentiel. Un jeune homme bien habillé joue d'une flûte en argent. 130 enfants le suivent par la porte est jusqu'à un endroit appelé Calvaria,
ou dans certains récits, Koppenberg, et ils disparaissent. Fait notable, il n'y a aucun rat en vue. Cette absence est importante. Le détail du chasseur de rats n'est attesté qu'au milieu du XVIe siècle, soit 3 siècles après l'événement. Les sources anciennes évoquent seulement la disparition des enfants. Mais si le joueur de flûte de Hamelin n'était pas chasseur de rats, qui était-il ? Étant donné qu'il est rare qu'un exterminateur mécontent enlève tous les enfants d'une ville, il est naturel de se demander ce qui s'est réellement passé là-bas. Heureusement, des historiens et des folkloristes qui n'ont rien de mieux à faire ont proposé toute une série d'explications. Une ancienne théorie suggère que cette histoire relate une tragédie réelle, comme une épidémie, une noyade ou un glissement de terrain ayant décimé de nombreux enfants de Hamelin. Les Européens médiévaux, aussi étranges soient-ils, aimaient personnifier les catastrophes. La mort était souvent vue comme un joueur de flûte ou un violoniste entraînant ses victimes dans la danse macabre. Donc dans cette version, le joueur de flûte n'est pas un homme du tout, mais une allégorie de la mortalité. Si une peste ou une inondation décimait une génération, l'image d'une figure les emmenant aurait eu une portée symbolique tout en apportant du réconfort. Certaines caractéristiques géologiques locales indiquent que des effondrements souterrains près de la Vézère auraient pu provoquer des noyades soudaines ou piéger des personnes. L'Europe a connu d'étranges épidémies de danse collective entre le XIIIe et le XVIe siècle, parfois appelées choréomanie ou danse de Saint-Guy. En 1237, un groupe d'enfants aurait dansé d'Erfurt à Arnstadt jusqu'à s'effondrer. Un autre épisode, à Strasbourg en 1518, a vu des centaines de personnes danser de façon incontrôlable pendant des jours. Et le joueur de flûte pourrait commémorer un tel événement. Les chroniqueurs de ces manies ont décrit des vêtements éclatants, l'épuisement et des processions vers des sanctuaires pour obtenir du soulagement, tout cela rappelant l'image de Hamelin faite de couleurs, de rythmes et de transe. Une autre théorie relie l'événement aux prédicateurs itinérants du début du XIIIe siècle qui rassemblaient de jeunes croisés, des groupes de jeunes convaincus qu'ils pouvaient y reprendre pacifiquement la Terre Sainte, ce qui, petit spoiler, n'a pas été le cas. La célèbre croisade des enfants de 1212 s'est terminée en désastre, avec de nombreux morts ou vendus comme esclaves. Si un fanatique charismatique est venu à Hamelin des décennies après, promettant salut ou gloire, les parents auraient pu raconter cela comme un enchantement. Le jeu de flûte serait un charme rhétorique, la musique de la persuasion, dont on se serait ensuite souvenu comme d'une véritable mélodie. Une autre interprétation affirme que le joueur de flûte était un trafiquant ayant mené la jeunesse de Hamelin vers des terres ou marchés lointains. Les recruteurs et commerçants médiévaux attiraient ou forçaient parfois les travailleurs avec de fausses promesses. La vie était difficile à l'époque et vendre ou placer des enfants en servitude n'avait rien d'inouï. Une communauté pouvait ensuite atténuer le scandale en présentant le coupable comme un être surnaturel. C'est sombre, mais cela fait écho à d'autres récits moralisateurs où le péché d'une ville entraîne un châtiment surnaturel. Mais de loin, la théorie la plus macabre, suggérée par l'historien William Manchester, est que la légende dissimulait une série de meurtres ou d'enlèvements d'enfants, par un prédateur et non par le monstre. Arnold Schwarzenegger s'est battu dans les films, l'humanité bien trop réelle. En l'absence de forces de l'ordre organisé, les villes mythifient parfois les crimes comme des manifestations du mal. Dans cette relecture, le charisme magique du joueur de flûte devient le magnétisme glaçant d'un psychopathe. Aucune preuve médiévale n'existe, mais comme étude psychologique du folklore, c'est puissant. Transformer le traumatisme en allégorie a permis à la ville de faire son deuil sans affronter la véritable horreur. Ces explications sont plausibles, ou du moins assez plausibles, mais la plupart des historiens pensent donc qu'il s'est passé autre chose. Pour comprendre les enfants de Hamelin, commencez par traduire le langage civique médiéval. Les enfants de la ville désignent généralement les habitants, pas des enfants au sens littéral. Et dans l'Allemagne du XIIIe siècle, les fils cadets avaient peu de perspectives. Cela à cause du concept juridique de majorat. L'aîné héritait de la plupart ou de la totalité des biens, les frères et sœurs plus jeunes n'avaient du souvent que l'espoir qu'une opportunité se présente. Et cette opportunité arriva avec l'Ostsiedlung, l'expansion allemande vers l'Est.
Après d'importants changements militaires dans les années 1200 qui ont ouvert des terres au sud de la Baltique, les souverains cherchaient des colons pour défricher, fonder des villes, faire tourner les moulins et accomplir les travaux pénibles qu'ils refusaient d'effectuer eux-mêmes. Voici les locators, des intermédiaires élégamment vêtus qui recrutaient des colons à travers le Saint-Empire romain germanique et menaient des caravanes vers de nouveaux sites en Brandebourg, Poméranie, Silésie et Transylvanie. En d'autres termes, si vous étiez un jeune de 18 à 25 ans à court d'argent à Hamelin, un organisateur au discours habile promettant un lopin de terre et un nouveau départ, c'était en gros LinkedIn avec un chapeau et un registre. La correspondance avec la légende est troublante. Un jeune homme bien habillé arrive. Mis à part la musique, c'est un négociateur persuasif. Il emmène exactement la tranche d'âge qu'il vise, les jeunes célibataires de la ville, par la porte est en direction des collines et au-delà. Les parents dévastés commémorent cette date à jamais. Avec le temps, les conteurs ont ajouté des rats, la vengeance et une morale sur le respect des promesses. Le recruteur se transforme en une figure surnaturelle avec une flûte. La mémoire locale et l'onomastique, l'étude des noms, ajoutent de la couleur. Les chercheurs ont retracé les noms de familles médiévaux, de Hamelin vers l'est jusqu'à Luckermark et la Poméranie. Et les villages westphaliens voisins, comme Beverhungen, ont des jumeaux toponymiques, comme Beverlingen, Beverwingen, qui avancent vers la Pologne moderne. C'est exactement la trace à laquelle on s'attendrait si un groupe était parti en masse et avait fondé ou renforcé de nouveaux établissements en chemin. Il y a aussi un écho plausible en Transylvanie. À partir du XIIe siècle, des colons germanophones, les Saxons de Transylvanie, ont fondé des villes dans ce qui est aujourd'hui la Roumanie. Le folklore ultérieur affirma même que les enfants perdus de Hamelin réapparurent tard là-bas en passant par des grottes, une réinterprétation romantique qui, au minimum, indique un véritable courant migratoire. Cela relie aussi l'histoire à la Transylvanie, ce qui reste inquiétant. Alors, le véritable joueur de flûte était-il terrifiant? Si vous étiez parent à Hamelin, absolument. Un jour d'été, en 1284, vos fils et vos filles, probablement des adolescents et de jeunes adultes, ont suivi un recruteur et sont partis pour toujours. Qu'ils aient cherché des salaires, des terres ou le salut, ils ne sont pas rentrés chez eux. L'histoire avait besoin d'un méchant contre lequel les générations suivantes puissent pester. Le discours persuasif de Locketer devint un sortilège, sa bourse de voyage, une flûte, et la marche vers l'Est, une disparition. Les rats, ajoutés des siècles plus tard, sont ce que les conteurs appellent un assaisonnement. Dramatique, mémorable, mais qui ne faisait pas partie de la recette d'origine. Cela ne signifie pas que les autres théories sont sans valeur. L'Europe médiévale connut des frénésies de danse, des recruteurs de croisades et des glissements de terrain. Mais le modèle de l'émigration explique les monuments commémoratifs civiques, la datation précise, le profil d'âge suggéré par les enfants de la ville, ainsi que les indices laissés vers l'Est, les noms et les toponymes. Cela explique aussi pourquoi les premiers textes ne parlent pas de vermine, le traumatisme initial était humain, non dû aux rongeurs. Le vrai joueur de flûte de Hamelin était effrayant, non comme sorcier, mais comme vendeur. Quelqu'un qui pouvait entrer dans une ville et convaincre sa jeunesse de partir pour toujours. Et c'est ce genre d'influence qui hante un endroit pendant des siècles. Il était une fois, au XIIe siècle, deux enfants qui sortirent d'une fosse et entrèrent tranquillement dans une paisible ville anglaise. Voilà pour l'histoire. Ce qui est étrange, c'est que ces enfants-là pouvaient facilement être confondus avec Shrek et Kermit, la grenouille, car ils avaient la peau d'un vert éclatant. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les mystérieux enfants verts de Woolpit ont intrigué les historiens. D'accord, on dirait qu'on a le feu vert. Alors c'est parti. Deux enfants mystérieusement verdoyants sont sortis d'une fosse au loup et ont débarqué à Woolpit. Cela ressemble au début d'une comptine, mais selon un certain Guillaume de Newburgh, à qui l'on attribue le premier récit de cette histoire, il s'agit d'un fait réel qui s'est produit sous le règne du roi Étienne, quelque part entre 1135 et 1154, selon l'Historia Rerum Anglicarum de Guillaume, rédigé vers 1189, la fosse avait été creusée comme piège à animaux, et les enfants étaient un garçon et une fille vêtus de vêtements d'une couleur inhabituelle et d'une matière inconnue. Mais ce qui était encore plus étrange, c'est qu'ils étaient tous les deux d'un vert éclatant. Ce n'était pas de la jalousie, leur peau avait vraiment une étrange teinte verte,
Comme la situation était plutôt inquiétante, les enfants désorientés ont vite été appréhendés par des moissonneurs dans les champs et conduits au village voisin. Tout cela semble assez simple. Mais pour ce que ça vaut, il n'y a aucune mention de l'événement dans les chroniques anglo-saxonnes qui relatent les détails de l'histoire anglaise jusqu'à la mort du roi Étienne en 1154. La chronique regorge d'histoires d'événements étranges, faisant d'elle l'histoire insolite de son temps. Ainsi, l'absence de mention des enfants verts a amené certains à penser que l'événement a eu lieu pendant le règne du successeur d'Étienne, Henri II. D'après un récit historique de Raoul de Coggeshall, les enfants furent recueillis par un riche propriétaire terrien, Richard de Calme, qui était peut-être un chevalier. Il est difficile de le dire car on sait très peu de choses sur Calme. Après un séjour à Woolpit, la fillette verte apprend assez l'anglais pour raconter son histoire et celle de son frère. Cette histoire, Bisbo, qui pourrait facilement passer pour un préquel du Magicien d'Oz ou de Wicked, racontait que tous deux venaient d'un endroit appelé le pays de Saint-Martin, une nation chrétienne où tout et tout le monde était d'un vert éclatant. Le soleil ne brillait jamais et la terre était plongée dans un crépuscule brumeux perpétuel. Elle ignorait comment elle et son frère étaient arrivés dans le village d'East Suffolk, mais elle a décrit le son envoûtant des cloches qui leur avait fait perdre la notion du temps et du lieu. Un instant, ils surveillaient leur troupeau en écoutant les cloches. L'instant d'après, ils étaient dans les champs de Woolpit. Certains récits indiquent aussi que les enfants auraient traversé une caverne pour rejoindre Woolpit et furent éblouis par la lumière du soleil. Bien que la jeune fille ignorait où se trouvait sa patrie par rapport à Woolpit, la jeune She-Hulk affirmait qu'une grande rivière séparait leur territoire d'une terre lumineuse, que William de Newburgh et Ralph de Coggeshall pensaient être la région de Woolpit. L'emplacement du pays de Saint-Martin demeurait un mystère pour tous. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une autre planète ou d'un monde souterrain au centre de la Terre, tandis que les moins imaginatifs supposaient que ce n'était qu'un autre village d'Angleterre, voire d'Europe de l'Ouest. En 1998, Paul Harris a publié une théorie élaborée selon laquelle les enfants vivaient dans ou près du village anglais de Fornham-Saint-Martin. D'une part, le nom semble être un indice flagrant. C'est aussi à quelques kilomètres de Woolpit, les deux villages étant séparés par une rivière, bien plus petite que celle évoquée par la jeune fille. Cette partie semble assez convaincante, mais Harris n'avait rien de vraiment convaincant pour expliquer les cloches ou le tunnel. Alors prenez-le comme vous voulez. Après leur accueil par les braves gens de Woolpit, de nombreux aliments ont été proposés aux enfants. Cependant, les enfants affamés, qui apparemment n'avaient jamais appris que les mendiants ne font pas les difficiles, semblaient avoir des goûts très raffinés. Tout ce qu'on leur proposait les répugnait, tout sauf les tiges de haricots crus qui leur étaient inconnues et, il faut le préciser, sont aussi vertes. Pendant des mois, ces tiges de haricots étaient le seul aliment accepté par les enfants. Bien sûr, nous avons évité de parler de l'aspect le plus extraordinaire de cette énigme, à savoir, pourquoi, au nom de tout ce qui est bon et sacré, ces enfants avaient-ils la peau verte ? Cette question suscite de nombreuses spéculations depuis la découverte des enfants, mais on n'a toujours pas vraiment d'explication satisfaisante. La population de Woolpit au XIIe siècle a rapidement conclu que les enfants étaient probablement des fées, ce qui était couramment admis comme réel à l'époque. On imaginait que les fées étaient des êtres surnaturels qui ressemblaient principalement à des humains en apparence. Et le récit des enfants à propos du pays de Saint-Martin donnait vraiment l'impression que c'était le genre d'endroit où les fées pouvaient traîner. Les fées suscitaient autrefois de vives inquiétudes, car on pensait qu'un humain pouvait y rester piégé à jamais. Bien sûr, cette situation serait évidemment l'inverse de cela. Évidemment, tout le monde n'adhérait pas à toute cette histoire de fées. Dans un livre de 1621, L'anatomie de la mélancolie, l'auteur Robert Burton était assez catégorique. Pour lui, les enfants étaient des extraterrestres, affirmant qu'ils étaient probablement tombés du ciel, d'une planète où le soleil ne brillait jamais. D'autres analyses, dont celle de l'astronome écossais Duncan Lunan, allaient dans le même sens. Selon lui, les enfants ne sont probablement pas arrivés dans une soucoupe volante, mais disposaient des moyens d'être transportés instantanément dans notre monde directement depuis le leur. Des créatures vertes avec une technologie de téléportation ? D'autres fans de Star Trek pensent-ils aussi que ces enfants étaient de jeunes Orions ?
Une théorie sur les enfants à la peau verdâtre est liée à un conte populaire du XVIe siècle, Les enfants dans les bois, une histoire qui inspirera plus tard Hansel et Gretel. Dans l'histoire, 2 jeunes orphelins sont recueillis par leur oncle qui complote ensuite de les tuer et de voler leur héritage. Dans une des premières versions, il envisage de les empoisonner à l'arsenic, ce que certains pensent expliquer la peau verte. Cependant, ces personnes ont probablement tort, car bien que l'arsenic puisse assombrir la peau, il ne la rend pas verte. Une autre théorie souligne que les enfants étaient proches de la famine lorsqu'ils ont été découverts, et avance que leur refus de manger autre chose que des fèves crues suggère qu'ils souffraient probablement d'anémie hypochrome, également appelée chlorose. Cette condition est causée par une mauvaise alimentation qui affecte la couleur des globules rouges et peut entraîner une teinte de peau nettement verdâtre. Quelle qu'en soit la cause, Guillaume de Newburgh et Raoul de Coggeshall rapportent que les 2 enfants, ou au moins la fille, ont perdu leur teinte verte après avoir mangé autre chose que des fèves. Cela dit, ni Guillaume ni Raoul n'étaient des témoins directs des événements. Donc, pour autant que nous sachions, ces enfants pourraient encore être verts aujourd'hui. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les immigrés ont souvent la vie dure. Même dans le passé, et les XIe et XIIe siècles furent une période d'importante immigration pour les Flamands, qui voyageaient vers l'Angleterre depuis le nord de la Belgique. Si les enfants étaient parmi ces immigrés, cela pourrait expliquer comment ils se sont retrouvés seuls. De nombreux Flamands ont été éliminés par les troupes de Henri II lors d'une bataille à Fornham-Saint-Martin en 1173. Ces troupes ciblaient généralement uniquement d'autres soldats, tandis que les citoyens ordinaires étaient souvent laissés tranquilles. Mais il y a toujours des exceptions. Si c'est le cas, il est possible que la langue inconnue que parlaient les enfants était le flamand. Cependant, en raison de la forte immigration mentionnée précédemment, il semble peu probable que personne à Woolpit ne l'aurait reconnu. Oui, Woolpit était un village assez petit, mais il se trouvait à seulement quelques kilomètres de la ville commerçante très peuplée de Bury St Edmunds. Le réseau de routes et d'autres chemins reliant divers villages et villes de la région auraient amené du passage à Woolpit à l'époque, avec des gens venant de partout et parlant toutes sortes de langues. Si la langue étrange n'était cependant pas le flamand, il se pourrait qu'il s'agisse simplement d'un dialecte de l'anglais qui était inconnu des habitants de Woolpit. Vers le XIIe siècle, plusieurs dialectes différents étaient parlés à travers l'Angleterre, selon la région d'où venait une personne. Il est donc possible que les enfants ne venaient pas de la région et que personne à Woolpit ne reconnaissait leur dialecte. Les récits de Guillaume de Newburgh et de Raoul de Coggeshall s'accordent sur la survie de la fille à l'âge adulte, mais divergent sur la durée de vie du garçon. Dans la version des faits de Billy Newburgh, le garçon décède peu de temps après que lui et sa sœur aient été baptisés, dont il se pourrait que nous soyons face à une sorte de présage. Newburgh précise aussi que la fille, une fois adulte, s'est mariée, puis a encore vécu quelque temps. Mais c'est tout ce qu'il dit. Cependant, dans la version de Ralph de Coggeshall, le garçon ne s'est pas bien adapté à la vie à Woolpit. Il était toujours languissant et déprimé, et il est décédé avant que les 2 puissent être baptisés. Selon Ralph, la fille a mené une vie dévergondée et dissolue, ce qui nous paraît assez moralisateur de la part de Ralph. Mais puisqu'il est mort, on va laisser passer. Le Duncan Lunan, mentionné précédemment, a fait des recherches sur la généalogie de Richard de Calne et a trouvé un document datant de 1197, ce qui pourrait l'indiquer. La jeune fille a pris le nom d'Agnès et a épousé un juge, ecclésiastique et érudit, nommé Richard Barr, qui était au service d'Henri II. Lunan fonde son affirmation sur une pétition pour des terres contenant des noms et dates qu'il pense liés aux enfants verts. Bien qu'aucun nom de famille n'ait été donné, ni aucune source de l'héritage, on pense que la pétition venait du fils de Richard de Calne, Walter, qui avait effectivement une fille mentionnée dans le registre. Si Lunan a raison, cela signifie qu'Agnès la Verte aurait grandi pour devenir une femme adulte qui n'était plus verte et aurait mené une vie avec un mari important. Cependant, selon John Clark, rien ne prouve que ce registre soit lié à des personnes impliquées dans l'histoire des enfants verts. Il n'y a pas non plus beaucoup de preuves directes que de Calne ait jamais connu quelqu'un du nom d'Agnès, ou que son prétendu mari, Richard Barr, ait jamais épousé quelqu'un portant ce nom. Ainsi, bien qu'il soit généralement admis que la jeune fille a grandi et s'est mariée, le reste de l'histoire mérite davantage un signal d'alarme qu'un feu vert.
La plupart des gens imaginent les maisons hantées comme de vieux bâtiments effrayants remplis de toiles d'araignées et d'ombres. Ce qu'ils n'imaginent généralement pas, ce sont des humoristes de stand-up légendaires, des publics qui n'arrêtent pas de rire, et Pauly Shore. Mais cela change dès maintenant car aujourd'hui nous allons nous pencher sur les phénomènes paranormaux du Comedy Store. D'accord, j'espère que vous êtes prêts à avoir une peur bleue parce que c'est parti. Pour ceux qui ne le savent pas, le Comedy Store est sans doute la salle d'humour la plus prestigieuse et la plus marquante sur le plan culturel de l'histoire des États-Unis. Peut-être même du monde entier. Fondé par les comédiens Sammy Shore et Rudy DeLuca, il a ouvert ses portes en avril 1972. Et si le nom de Sammy Shore ne vous dit rien, ce n'est pas grave. Mais petite anecdote, il est le père de Pauly Shore, l'humoriste stoner préféré de tout le monde dans les années 90. C'est ça, le Weasel en personne. Et la mère de Pauly, Mitzi Shore, a été la célèbre faiseuse de roi de la scène comique de Los Angeles pendant presque toute sa vie. Sous la direction de Mitzi, le Comedy Store a servi de tremplin à certains des humoristes les plus importants et appréciés de tous les temps. Il est difficile de mesurer l'importance de ce lieu, hier comme aujourd'hui. Puisque nous avons choisi de faire cette vidéo, nous allons tenter de l'expliquer sans ordre précis. Une petite sélection de personnes qui ont commencé là-bas inclut Richard Pryor, Robin Williams, Chevy Chase, Jerry Seinfeld, Jim Carrey, Roseanne Barr, Jay Leno, David Letterman, Andy Kaufman, Gary Shandling, Michael Keaton, Whoopi Goldberg et à peu près toutes les autres personnes qui ont un jour pris un micro pour décharger leurs angoisses devant un public de façon humoristique. Considérez-le comme le Super Bowl des humoristes, chaque soir, toute la nuit. Comme si avoir le pédigré ultime de la comédie ne suffisait pas, le Comedy Store est aussi l'un des bâtiments les plus effrayants d'Hollywood. C'est-à-dire qu'il est hanté, et pas seulement par des humoristes en herbe, mais par de vrais fantômes. Du moins, selon ses employés. La plupart de ces employés sont des humoristes en herbe, mais nous pensons qu'ils sont sérieux. L'ampleur et l'impression laissées par les phénomènes paranormaux ont varié au fil des années, mais ce qui reste constant, c'est leur fréquence. Même aujourd'hui, des gens affirment que le Comedy Store abrite une sorte d'entité fantasmagorique et quelques fantômes venus d'un passé apparemment lointain. Les serveuses du Comedy Store disaient installer les tables, partir, puis les retrouver sans dessus-dessous à leur retour. Comme si un esprit vengeur essayait de défaire tout le travail qu'elles avaient accompli ou s'exerçait sans succès à ce tour, où l'on retire la nappe sans déranger la vaisselle. Et l'humoriste Joey Gaynor, qui travaillait comme portier au Comedy Store à ses débuts, raconte souvent des histoires où il soufflait des bougies pour les voir se rallumer juste devant ses yeux. Cela suggère que l'esprit qui hante le lieu n'aime vraiment pas rester dans le noir. Du moins, pas en compagnie de Joey Gaynor. Une autre fois, il a trouvé un tas de chaises empilées les unes sur les autres au milieu de l'allée. Est-ce qu'une personne vivante empilerait des chaises et les laisserait simplement au milieu d'une allée? Bon, peut-être. Mais Gaynor affirme qu'il était seul à ce moment. Et, à moins qu'il n'ait été ivre au point d'empiler les chaises puis d'oublier, c'est assez étrange. Et l'humoriste Blake Clark, qui a aussi travaillé comme portier dans la salle, affirme avoir vu un tabouret de bar tourner sur lui-même puis se déplacer de 6 mètres tout seul, ce qui laisse penser que les fantômes aiment simplement embêter les portiers. Mais ce qui rend cette théorie intéressante, c'est que Clark affirme aussi avoir souvent entendu quelqu'un frapper sur les touches du piano, même quand il n'y avait personne dans les parages. Il y a aussi eu cette fois où la légende de la comédie Sam Kinison a interpellé les fantômes depuis la scène, avant que les lumières ne s'éteignent soudainement sur lui. D'accord, ce n'est pas aussi effrayant que dans Shining, Conjuring ou même Casper, mais c'est quand même assez étrange. Michael Baker, vice-président du Comedy Store, n'a jamais cru aux histoires de fantômes parce qu'elles venaient de personnes créatives à l'imagination débordante. Tout a changé lorsqu'il a vu un fantôme là-bas en plein jour. Selon Baker, il se tenait devant son bureau lorsqu'un homme portant une veste en tweed, comme celle portée dans les années 1940, s'est approché de lui. L'homme est passé devant lui d'un air décontracté et est entré dans le bureau de Baker sans lui prêter attention, ce qui est assez impoli. Alors Baker a suivi l'homme à l'intérieur pour découvrir que la pièce était vide. Cette histoire pourrait-elle être inventée pour nourrir le mythe? Peut-être, mais Baker ne fait pas partie de ces esprits créatifs, à l'imagination débordante qu'il critique tant. C'est plutôt un homme d'affaires à l'imagination limitée. À vous de juger.
Si vous croyez à ces histoires, la question devient « Qui sont ces fantômes ?» La réponse évidente, c'est qu'il s'agit de tous les humoristes morts sur scène au fil des années. Mais nous avons d'autres hypothèses. Vous voyez, dans les années 40 et 50, avant que le bâtiment ne devienne le Comedy Store, c'était une boîte de nuit très populaire dirigée par la mafia appelée Ciro's. Musique forte, intérieur enfumé, alcool qui coule à flot, vous voyez le genre. L'endroit était surtout connu pour les jeux d'argent et la contrebande d'alcool, et des stars comme Tyrone Power, Bette Davis et Lucille Ball y traînaient régulièrement. Même le célèbre parrain de la mafia de Los Angeles, Mickey Cohen, était un habitué. Cohen, au cas où vous ne le sauriez pas, était l'un des gangsters les plus célèbres de son époque, un ancien boxeur et immigré d'Ukraine. Il est passé de garde du corps du syndicat à parrain du crime de la côte ouest et il était aussi ingénieux que brutal. Il a finalement été arrêté, envoyé à Alcatraz et détient la distinction intéressante d'être le seul prisonnier à avoir jamais été transféré d'Alcatraz. On pense qu'il serait resté s'il avait su que Sean Connery et Nick Cage arrivaient. Quel lien avec les fantômes ? Eh bien, apparemment, Cohen menait toutes sortes d'affaires mafieuses dans l'établissement et avait même une salle de torture et d'exécution au sous-sol. Oui, c'est inhabituel, mais il n'y a pas toujours de place pour une salle de torture et d'exécution au rez-de-chaussée, donc parfois il faut s'adapter. Quoi qu'il en soit, beaucoup supposent que les fantômes du Comedy Store sont les âmes malheureuses que le gangster a tuées là-bas. Il y aurait aussi eu une clinique d'avortement illégale au sous-sol, ce qui dénonce soit le manque de préservatifs de la mafia, soit la situation sanitaire déplorable des années 40, à vous de juger. Comme il porte toujours des vêtements rétro, Michael Baker pense que les autres fantômes du lieu viennent aussi de l'époque de Mickey Cohen. Quels autres fantômes, demandez-vous ? Eh bien pour commencer, il y a Gus, un fantôme qui se comporte comme un agent de sécurité. Il porte des vêtements des années 1940 et a été vu en train d'inspecter la foule et de surveiller la scène, ce qui suggère tristement que nous continuerons à travailler même après notre mort. Un autre fantôme apparaît, un homme en blouson d'aviateur de la Seconde Guerre mondiale. On le voit souvent entrer et sortir par les portes des coulisses ou boire au fond de la salle, suggérant que la mort n'empêche pas d'accumuler une ardoise au bar. C'est sans doute pourquoi le fantôme du gardien pointe toujours. En tout cas, la plupart des témoignages affirment que ces fantômes ne sont pas dangereux, sauf ceux qui se trouvent au sous-sol. Non, la salle de torture et de mise à mort n'existe plus, même s'il y a eu quelques humoristes qui ont fait regretter au public qu'elle n'existe plus. Néanmoins, ceux qui sont au courant ont peur d'y descendre seuls. Les histoires de sous-sol concernent des objets dangereux tombant ou des personnes trébuchant dans des endroits où elles sont passées des centaines de fois. Les visiteurs ont aussi signalé des odeurs étranges et des cris lointains. Aucune de ces choses n'est particulièrement inhabituelle dans le Los Angeles moderne, mais il pourrait s'agir de fantômes. Aujourd'hui, les apparitions sont moins fréquentes qu'avant. En fait, elles ont commencé à diminuer à peu près au moment où les caméras de téléphone portable sont apparues. Va savoir pourquoi. Néanmoins, les phénomènes de hantise ont acquis un statut mythique contemporain. Même les clients du Comedy Store ont commencé à participer, partageant souvent leurs histoires d'événements surnaturels liés au lieu. Réels ou inventés pour nourrir le folklore du Comedy Store, il est difficile de trancher, mais la communauté scientifique s'efforce de comprendre. Il y a quelques années, un enquêteur professionnel du paranormal s'est rendu sur place et a mené une investigation détaillée par la suite dans un long article sur Reddit. Dans cet article, l'auteur explique comment il a utilisé du matériel scientifique pour rechercher des signes de vie extracorporels et affirme en avoir effectivement trouvé. La célèbre émission de télé-réalité Ghost Adventures a également mené une exploration approfondie de l'endroit. Libre à chacun de juger du sérieux avec lequel il mène l'enquête. Mais ils sont bel et bien venus avec des caméras et ont filmé ce qui, selon une définition technique très stricte, constitue un épisode complet de télévision. Alors, que penser de tout cela ? Eh bien, les vrais croyants estiment que trop de comédiens, d'employés et de visiteurs ont vu des choses au fil des années pour qu'il ne se passe rien. Ils disent que l'endroit possède d'étranges et inhabituelles résonances psychiques. Et même si les comédiens et le Comedy Store lui-même peuvent jouer sur les histoires de fantômes pour la publicité, les employés et les clients n'ont pas autant de raisons de mentir. Nous ne saurons jamais ce qui s'est passé dans les entrailles de l'ancien Comedy Store, mais nous savons qu'avec sa scène modeste et ses employés dévoués, il a marqué les esprits. Ce bâtiment a apporté plus de bonheur à des gens que presque n'importe quel autre endroit sur Terre.
Désolé Disneyland, mais c'est vrai. Et qui sait? Peut-être que le Comedy Store est vraiment un lien entre cette vie et la suivante. Peut-être que la clé de l'au-delà se trouve entre ces 4 murs. Ou peut-être que nous avons tous regardé ça sous le mauvais angle. Peut-être que le lien avec le monde spirituel, c'est le rire. Au lieu de placer nos espoirs et rêves dans la religion, on devrait simplement essayer de rire davantage. Ou alors, ce sont peut-être les fantômes. À vous de juger. Depuis que nous sommes capables de communiquer, les humains transmettent des légendes effrayantes et du folklore. La plupart ne sont que des histoires exagérées destinées à effrayer et divertir les auditeurs, et parfois à transmettre une leçon. Mais le truc avec les légendes urbaines, c'est que parfois elles sont vraies. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un œil à quelques légendes urbaines effrayantes dont vous ne saviez pas qu'elles étaient basées sur des histoires vraies, d'accord ? Soumis pour l'approbation de la Société de Minuit, voici un peu d'histoire étrange. Si vous avez grandi dans la région de Pittsburgh, en Pennsylvanie, alors vous avez probablement entendu l'histoire de Charlie sans visage, aussi parfois appelé l'homme vert. Selon la légende, Charlie, ouvrier des services publics, a été défiguré dans un accident impliquant de l'acide ou une ligne électrique. Les ouvriers de la compagnie d'électricité manipulent souvent de l'acide. Selon certaines versions, la peau de Charlie verdit, mais dans toutes, son visage fond. C'est ça qu'il faut retenir ici. Charlie errerait soi-disant dans des endroits sombres et inquiétants, comme l'ancien tunnel d'accès ferroviaire abandonné à South Park Township, qu'on appelle souvent le tunnel de l'homme vert. Pendant des années, des adolescents locaux se rendaient en voiture dans le tunnel dans l'espoir de voir Charlie sans visage. Certains disent avoir aperçu son fantôme lumineux dans le tunnel ou sur les routes rurales la nuit. Certains affirment avoir ressenti une décharge électrique en sa présence et rencontré des soucis pour redémarrer leur voiture après l'avoir appelée. Prenez donc une batterie de secours si vous tentez l'expérience. Bien que les détails de son histoire soient assez différents, Charlie sans visage était en réalité un homme nommé Raymond Robinson. En 1919, Raymond jouait près d'une ligne électrique et il a été électrocuté. Son nez a été brûlé, ainsi qu'un de ses bras et ses 2 yeux. Mais il a survécu. Raymond, qui était, selon tous les témoignages, un homme sympathique, a passé le reste de sa vie à rester discret, ne sortant se promener que la nuit lorsque les gens étaient moins susceptibles de le dévisager. L'une des légendes urbaines les plus répandues raconte l'histoire d'une famille qui vit sans le savoir avec un déséquilibré caché dans leur grenier. Avec le temps, la famille remarque des choses étranges, comme des objets qui disparaissent ou des choses mystérieuses dans la poubelle et commence à plaisanter sur la présence d'un fantôme, avant de finir par se faire massacrer dans leur sommeil par le fou qui vit dans leur mur. L'histoire est si effrayante parce qu'elle pourrait facilement arriver, et de façon glaçante, c'est déjà arrivé. Tout a commencé dans une ferme allemande en mars 1922. Andreas Gruber, le propriétaire, a constaté la disparition ou le déplacement d'objets. Sa famille a entendu des pas et Andreas a trouvé des empreintes mystérieuses sans voir personne. À la fin du mois de mars, la source de ces bruits de pas est descendue du grenier et a brutalement frappé. Andreas, sa femme, leur fille adulte Victoria, les 2 enfants de Victoria et leur gouvernante. Tous ont été tués avec un piochon, semblable à une pioche. Leurs corps n'ont été découverts que 4 ou 5 jours plus tard, période durant laquelle leur meurtrier, dont l'identité reste un mystère à ce jour, a continué à s'occuper des animaux de la ferme de la famille, ce qui, il faut l'admettre, est plutôt attentionné. En 1981, les amateurs de jeux vidéo dans l'Oregon vivaient dans la terreur d'un nouveau jeu d'arcade appelé Polybius, qui avait commencé à apparaître dans la banlieue de Portland. Le jeu, qui attirait rapidement de longues files d'attente à son arrivée, était censé agir comme une drogue. Les joueurs devenaient accros au point d'avoir des hallucinations, des pertes de mémoire, des terreurs nocturnes et de l'insomnie. Et ce n'était pas tout. Des hommes en noir, qui ne faisaient certainement pas une danse amusante sur une chanson de Will Smith, venaient régulièrement récupérer les données que Polybius collectait auprès de ses utilisateurs abrutis et dépendants. Et puis, un jour, le jeu a tout simplement disparu. Si tu as hâte d'essayer ce jeu, c'est raté. Malgré quelques fausses photos de sa borne et de son écran d'accueil qui circulent en ligne depuis des années, Polybius n'a jamais vraiment existé. La véritable histoire est bien moins fantastique. Il y avait un jeu appelé Tempest, sorti à cette époque, qui a provoqué chez certains joueurs des nausées et le mal des transports. Le FBI a mené des descentes dans des salles d'arcade pour jeux d'argent, ce qui expliquerait les rumeurs sur les hommes en noir.
La légende urbaine des Night Doctors, également appelée parfois Night Riders ou Clan Doctors, provient du folklore afro-américain, principalement en Géorgie et en Alabama. Selon l'histoire, des médecins parcouraient la nuit les environs pour enlever des travailleurs noirs et faire des expériences sur eux. Les Night Doctors enlevaient des gens dans la rue et les emmenaient dans des établissements médicaux pour faire des expériences sur eux, y compris le prélèvement d'organes. Les Night Doctors n'ont pas existé, mais des maîtres d'esclaves parcouraient la nuit à cheval, déguisés en fantômes avec des draps blancs, une tradition reprise plus tard par le Ku Klux Klan après la guerre de sécession. Les récits de médecins blancs victimisant les communautés noires reposent sur des faits réels. Au début du 19e siècle, les étudiants en médecine obtenaient des cadavres en pillant des tombes. Beaucoup d'Afro-Américains étaient impuissants à protéger leurs morts. Les étudiants en médecine pratiquaient rarement la chirurgie sur des vivants. Dans le Sud, les hôpitaux universitaires ne pratiquaient ces opérations sur des patients vivants à des fins d'enseignement que sur des patients afro-américains. Avec le temps, les histoires de maîtres esclavagistes macabres, rôdant la nuit, se sont mêlées à celles de médecins atrocement sans scrupules et sont devenues la légende du docteur de la nuit. L'histoire de l'homme au crochet raconte souvent un couple s'embrassant dans une voiture sur Lover's Lane, entendant un grattement à la porte. Selon la version entendue, ils peuvent aussi écouter un reportage radio sur un fou évadé muni d'un crochet à la place d'une main, ce qui est un peu un spoiler. La fille prend peur et demande au garçon réticent de la ramener chez elle. Lorsqu'ils arrivent à sa maison, le couple sort de la voiture et découvre un crochet ensanglanté suspendu à la poignée de la portière passager. Musique inquiétante. Il existe plusieurs versions de l'histoire de l'homme au crochet. Parfois, le couple rentre sain et sauf, parfois le garçon est tué et pendu à un arbre. Parfois, cela devient le film slasher de 1997, Souviens-toi, l'été dernier, qui s'inspire en partie de cette légende urbaine. Ces histoires se sont répandues comme une traînée de poudre vers 1950. Les véritables meurtres au clair de lune avaient récemment frappé Texarkana en 1946. Un homme inconnu, portant un sac troué pour les yeux sur la tête, a commencé à s'en prendre à des couples garés dans leur voiture la nuit. Les habitants terrifiés devaient être chez eux avant le couvre-feu chaque nuit, tandis que les autorités des côtés Arkansas et Texas peinaient à identifier le mystérieux tueur fantôme. Ils n'ont jamais réussi, et le fantôme a disparu dans la nuit. Bien que cet homme n'ait pas eu un crochet en guise de main, beaucoup pensent que les meurtres de Texarkana ont inspiré la légende de l'homme au crochet. Certains estiment que c'est juste une histoire moralisatrice destinée à dissuader les adolescents d'avoir des relations sexuelles. Selon les habitants de Quitman, dans l'Arkansas, le garçon-chien était un enfant cruel qui aimait torturer les petits animaux et qui est finalement passé à des animaux plus gros, comme ses propres parents. Aujourd'hui, il hante la maison où il terrorisait ses parents, apparaissant comme un fantôme mi-homme mi-chien qui continue de prendre plaisir à faire souffrir n'importe qui ou n'importe quoi. Il paraît que ceux qui passent devant sa maison le voient jeter un œil par la fenêtre. Certains auraient même été poursuivis dans la rue par une bête spectrale à 4 pattes. Les témoins décrivent un garçon-chien comme une grande créature hirsute, ressemblant à un chien, avec des yeux de chat, ce qui est un peu déroutant. Faudrait savoir, mec. Bien qu'il n'y ait jamais eu de garçon-chien, il y avait un personnage particulièrement désagréable nommé Gérald Bettis. Enfant, Bettis ramenait chez lui les animaux du quartier pour les tourmenter. Sa compulsion est devenue si forte qu'il a fait ajouter une pièce à la maison pour ses animaux. Bettis est devenu un homme gigantesque, mesurant 1,93 m et pesant 136 kg. On savait qu'il était violent envers ses parents et on le soupçonnait d'avoir poussé mortellement son père dans un escalier. Il négligeait aussi sa mère âgée, la gardant enfermée et la nourrissant rarement. Les services de protection des adultes ont dû intervenir et faire sortir sa mère de la maison. Bettis a été envoyé en prison pour avoir cultivé et vendu de la marijuana chez lui et il est mort derrière les barreaux. Tout le monde connaît Bloody Mary. Tout ce que vous avez à faire pour invoquer cet esprit malveillant, c'est d'allumer quelques bougies, tamiser les lumières et murmurer le nom de Mary en vous regardant dans un miroir. Une fois qu'elle apparaît, il y a toute une série de choses qu'elle pourrait faire, allant du bénin au carrément terrifiant. Selon la version de l'histoire que vous avez entendue, essayez donc quand vous vous ennuyez un jour. Bloody Mary n'est peut-être pas réelle, mais selon certains psychologues, il est possible de voir quelqu'un d'autre vous regarder si vous fixez un miroir assez longtemps.
Le psychologue italien Giovanni Caputo appelle ce phénomène l'illusion du visage étrange. Selon lui, fixer longtemps son visage dans un miroir finit par déformer le champ visuel. Les lignes et les contours commenceront à perdre leur distinction et votre visage commencera à paraître différent. Tout cela est lié à un phénomène appelé pareidolie, et c'est aussi la raison pour laquelle les gens voient des choses comme des visages dans des objets inanimés. La prochaine fois que vous verrez le profil d'Abraham Lincoln brûlé sur un Pop-Tart, vous saurez quel est le terme médical approprié pour en parler aux journaux. En ce qui concerne ce genre de choses, les meurtres d'Alice sont une légende urbaine assez récente qui a commencé à circuler au Japon. L'histoire raconte qu'une série d'homicides a eu lieu au Japon entre 1999 et 2005. Sur chaque scène de crime, le nom Alice était toujours écrit près de là, avec le sang de la victime. Certaines versions disent aussi que la police a trouvé une carte à jouer soigneusement déposée sur chaque scène. La légende affirme que la police a procédé à une arrestation en 2005 lorsqu'un suspect a été trouvé portant une veste appartenant à l'une des victimes. L'homme arrêté a affirmé que la veste lui avait été donnée par un démon sans visage. Mais bien sûr, il n'y avait pas d'homme arrêté, parce qu'il n'y a jamais eu de meurtre d'Alice. La légende urbaine semble être inspirée d'un homme réel connu sous le nom du tueur à la carte à jouer, qui a terrorisé la capitale espagnole, Madrid, vers 2003, faisant 6 victimes et en blessant 3 autres. Hormis la carte laissée sur chaque scène de crime, aucun lien ni mobile n'apparaissait, laissant peu d'indices aux autorités. Alfredo Galán Sotillo a finalement avoué les crimes, mais il a changé sa version à plusieurs reprises et a fini par affirmer qu'il avait été forcé d'avouer par une mystérieuse tierce personne. Mais complot ou non, Sotillo a été condamné à 140 ans de prison. La légende urbaine de Blackwater commence avec une famille qui achète une nouvelle maison. Tout est parfait jusqu'à ce qu'ils ouvrent un robinet et qu'une eau trouble, noire et à l'odeur âcre en sorte. Ils vérifient le réservoir d'eau et découvrent qu'un cadavre en décomposition y flottait depuis Dieu sait combien de temps, contaminant l'approvisionnement. On ne sait pas exactement comment cette histoire a commencé, mais on sait qu'elle s'est réellement produite au moins une fois. En 2013, le corps d'Elisa Lam a été découvert dans le réservoir d'eau de l'hôtel Cecil à Los Angeles, en Californie. Les circonstances entourant sa fin prématurée restent un mystère. Son corps est resté 1 semaine dans le réservoir, jusqu'à ce que des clients se plaignent du goût aigre de l'eau des robinets et douches. Lors de la vérification de la citerne d'eau, la maintenance a découvert le corps de Lam. On suppose que la plupart des clients sont partis plus tôt. La Tour de Londres est l'un des monuments historiques les plus emblématiques et légendaires d'Angleterre. Son histoire relève de la légende, au point que des hordes de touristes, d'historiens et de chasseurs de fantômes ont envahi ces couloirs sacrés. Aujourd'hui, nous allons explorer la véritable histoire derrière la réputation hantée de la Tour de Londres. Aujourd'hui, la Tour de Londres est une attraction touristique, une destination incontournable aussi bien pour les passionnés d'histoire anglaise que pour les voyageurs occasionnels. C'est un complexe mondialement célèbre, reconnu aujourd'hui autant pour son passé horrible que pour d'éventuels phénomènes surnaturels. Vous me demanderez pourquoi la tour est hantée ? Eh bien, la réponse est assez simple. La Tour de Londres, c'est un peu comme si vous croisiez les films Saw avec un drame d'époque anglais, mais en retirant la romance et en ajoutant encore plus de chaos. Pour vous donner un peu de contexte, la forteresse et la tour initiale ont été construites par Guillaume le Conquérant vers 1066. Les murs, cours et autres structures furent bâtis dans les années suivantes. La tour servait à contrôler les habitants locaux et à dissuader d'éventuels assaillants étrangers. Considérez cela comme un grand avertissement sévère à quiconque voudrait nuire à la classe dirigeante. La tour occupait une place légendaire dans le folklore anglais. Les gens aiment inventer des histoires sur les habitants de la tour, son passé de prison et même sa période en tant que zoo. Il y a des rumeurs d'apparitions fantomatiques de princes, de cadavres ambulants et même d'ours revenus d'entre les morts. Thomas Becket était un ami proche d'Henri II. Il a été nommé archevêque en 1161. Cependant, les deux hommes se sont violemment disputés lorsque Becket a soutenu l'Église contre le roi sur la juridiction des membres du clergé. Honnêtement, le vieux Thomas a fait un mauvais choix. Évidemment, Henri n'était pas très content et a tenté de punir Becket, qui s'est enfui en France. Après y avoir vécu quelques années, 4 chevaliers l'ont retrouvé et l'ont assassiné. Des années plus tard, lorsque le petit-fils d'Henri, Henri le III, fit construire un mur intérieur dans l'enceinte de la tour, des ouvriers virent le fantôme de Becket détruire le mur avec une grande croix. Cela arriva plusieurs fois.
Ils reconstruisèrent le mur, mais le fantôme de Becket venait le détruire. Cela a duré des semaines. Finalement, il a été décidé qu'une chapelle serait construite en l'honneur de Becket dans l'espoir que cela empêcherait son esprit de revenir. Après l'achèvement de la construction du bâtiment sacré, son esprit ne revint jamais. En faisant un bond dans le temps, en 1483, le roi Édouard IV mourut subitement, laissant derrière lui ses fils Richard et Édouard V pour hériter de la couronne. Le seul problème était qu'ils avaient 9 et 12 ans. À cause de cela, le frère d'Édouard IV, Richard III, monta sur le trône, jusqu'à ce que l'un des garçons soit assez âgé pour monter sur le trône. Mais au lieu de veiller sur les garçons et de les protéger jusqu'à ce qu'ils soient en âge, Richard III envoya le jeune Richard et Édouard V à la Tour de Londres, les emprisonnant. Il utilisa la tour pour les garder hors de vue et dans l'oubli. Ses adversaires politiques désapprouvaient, mais ne pouvaient rien faire. Richard III a pu retarder indéfiniment le couronnement d'Édouard V et garder une emprise totale sur le pouvoir. Finalement, il a convaincu tout le monde que les deux princes étaient des héritiers illégitimes et il a pu garder le pouvoir pour lui tout seul. Puis un jour, les garçons ont simplement disparu. Leurs geôliers habituels ignoraient leur localisation. Aucun corps n'a été retrouvé. Les membres de la cour de Richard III étaient trop terrifiés pour oser s'y opposer, par crainte pour leur propre sécurité, et ainsi son règne continua. Il a fallu des décennies avant que les corps des garçons ne soient découverts, mais finalement, 2 petits squelettes ont été déterrés dans un compartiment secret d'un escalier lors d'une rénovation. De nombreuses personnes disent avoir vu les 2 garçons fantomatiques errer dans les couloirs en chemise de nuit blanche. On dit qu'ils semblent toujours perdus, cherchant quelque chose. Peux-tu imaginer une éternité à errer en pyjama, coincé avec ton petit frère? Ça semble pire que la mort. Anne Boleyn, la 2e épouse du roi Henri VIII, est le fantôme le plus célèbre qui hante la Tour de Londres. Malgré son statut emblématique et infâme, le grand public ignore souvent comment elle est montée sur le trône. Anne Boleyn est arrivée à la cour d'Henri comme dame de compagnie de la reine Catherine, mais le roi s'est vite épris d'elle, la désirant avec ardeur. Elle a refusé ses avances, disant qu'elle ne deviendrait pas sa maîtresse. Henri a annulé son mariage avec Catherine, prétextant qu'elle ne pouvait lui donner un fils. Avant que quiconque réagisse, il épousa Anne Boleyn. Malheureusement, son temps aux côtés du roi ne devait pas durer très longtemps. Il s'est retourné contre Boleyn, l'accusant de l'avoir trahi et d'avoir commis des actes de trahison. Il l'a ensuite fait arrêter sur de fausses accusations d'inceste et d'adultère. Elle a été emprisonnée à la tour et exécutée par la lame du bourreau. Cela s'est produit à la chapelle Saint-Pierre aux Liens, où son corps a été enterré. Mais elle a été aperçue hantant chaque recoin de la Tour de Londres. On la voit fréquemment marcher sur les pelouses tard dans la nuit, la tête à la main. Le fils de Margaret Pole, Reginald, s'est attiré les foudres du roi Henri VIII et s'est retrouvé du mauvais côté de la colère du roi. Pour sauver sa vie, il s'est enfui en Angleterre. Cependant, Margaret Pole, la 8e comtesse de Salisbury, n'a pas quitté l'Angleterre à temps. Le roi l'a condamnée à être décapitée, mais lorsqu'elle s'est retrouvée face au bourreau, elle a refusé de s'agenouiller. Cela a provoqué des murmures et des moqueries dans la foule rassemblée. Murmure, murmure, huée, huée. L'agitation mit le bourreau sur les nerfs et il donna un coup impulsif, manquant le coup de Marguerite Pole et plantant la lame dans son épaule. Marguerite Pole, autant sous le choc que souffrante, courut à travers la cour de la Tour de Londres en hurlant. Comme dans une version tordue de Benny Hill, le bourreau la poursuivit autour de la cour, essayant d'accomplir sa tâche. Elle fut finalement délivrée de sa souffrance, mais les images engendrées ce jour-là continuèrent de hanter la conscience anglaise. Beaucoup de gens ont affirmé avoir vu son fantôme rejouer sa terrible mort, criant à l'aide, nous appelant tous depuis l'au-delà. Cet exemple suivant de manifestation paranormale pourrait facilement être vu comme un méchant de Scooby-Doo, mais il est totalement réel. La tour expose de nombreux objets permettant au public contemporain de les apprécier, dont l'armure portée par le roi Henri VIII. Elle présente un intérêt pour plusieurs raisons. Son lien avec la lignée royale, sa signification historique et le fait que l'on pense que l'armure est hantée. Employés et visiteurs de la tour ont formulé de nombreuses affirmations au sujet de l'armure. Des personnes ont suggéré que la température autour de l'armure est nettement plus froide. Même lors des chaudes nuits d'été, la zone autour de l'armure est froide et semble donner des frissons à tout le monde.
Plusieurs gardes chargés de surveiller l'armure ont déclaré qu'ils avaient été attaqués par des forces psychiques tard dans la nuit. C'est une sensation d'étranglement qui serre leur cou et les fait presque perdre connaissance. Un garde a affirmé avoir senti une cape invisible sur lui qui s'est resserrée comme pour l'étrangler, laissant des marques rouges sur son cou. En réponse aux diverses affirmations concernant l'armure, la direction de la tour l'a déplacée dans différentes zones du complexe, espérant que les phénomènes inexpliqués cesseraient, mais ce ne fut pas le cas. Les histoires sur l'armure hantée du roi Henri VIII continuent encore aujourd'hui. Les années 1550 ont vu une bataille faire rage pour l'âme de l'Angleterre. Des factions rivales tentaient de tirer le pays vers le protestantisme ou le catholicisme. Le roi Édouard VI était profondément protestant, donc à l'approche de sa mort, il nomma Jeanne Grey comme sa successeur. Elle était également une protestante dévouée. Cependant, peu de temps après que Jeanne Grey soit montée sur le trône, 9 jours pour être précis, Marie Tudor, la sœur d'Édouard, revendiqua le trône. La revendication réussit et Jeanne Grey avec son mari furent emprisonnés à la Tour de Londres. Ils allaient bientôt être décapités pour éviter toute vengeance. Depuis, il a été rapporté à plusieurs reprises que le couple a été aperçu errant dans l'enceinte, complètement perdu. Leurs fantômes apparaissent généralement dans les jours précédant l'anniversaire de leur mort. En 1957, un garde nouvellement embauché a eu une rencontre terrifiante avec le fantôme de Jeanne Grey. Il patrouillait tard dans la cour de la tour principale. Et lorsqu'il a levé les yeux, il a vu son corps sans tête arpenter le sommet de la tour. L'homme a démissionné et est rentré chez lui sur le champ. Je ne lui en veux pas. 1605 a été une année difficile en Angleterre. Un homme nommé Guy Fawkes a mené la conspiration des poudres, qui, si vous ne le savez pas, impliquait Fawkes dirigeant un groupe de résistance contre le roi protestant Jacques. Et oui, si vous vous posez la question, c'est bien lui la figure historique qui a inspiré V dans V pour Vendetta. Fawkes a voulu faire exploser la Chambre des Lords avec beaucoup de poudre et d'explosifs. Il avait pour objectif de détruire le Parlement, tuant tout le monde à l'intérieur, puis d'installer une reine catholique. Cependant, il a été arrêté avant de pouvoir mener à bien ce plan. Fawkes a finalement été enfermé dans une cellule située profondément sous la Tour Blanche et torturé. Finalement, il a été pendu, éventré et écartelé pour servir d'exemple à ceux qui s'opposent à la couronne. On dit que ses cris fantomatiques et ses appels à l'aide sont encore entendus par les gardes et les visiteurs. La Tour de Londres a accueilli des animaux exotiques et des animaux de compagnie. Tout a commencé dans les années 1230 quand Henri III reçut 3 lions en cadeau de l'empereur Frédéric II. C'est un beau cadeau, mais où garde-t-on un lion? N'ayant aucun endroit particulièrement adapté pour les héberger, Henri a proposé la Tour de Londres. Cependant, les conditions exiguës ont causé la mort de nombreux animaux. Cela n'a pourtant pas empêché des générations de rois et reines d'y loger leurs grands animaux. Des tigres, des éléphants et des ours étaient hébergés dans la tour, qui a même été transformée en un véritable zoo pendant une longue période. Cependant, en raison de la mort de plusieurs gardiens de zoo, gardes et membres du public, l'attraction a été fermée en 1835. Cependant, comme pour toutes les autres histoires de cet épisode, les tragédies et les conditions horribles subies par les pauvres animaux de la Tour de Londres ont donné naissance à des histoires de fantômes. Un garde en patrouille nocturne dit avoir été attaqué par des chevaux morts vivants au galop, aux yeux rouges brillants. Des passants près de la tour au crépuscule disent entendre encore aujourd'hui des lions rugir. Un autre garde a dit qu'une silhouette sombre l'avait poursuivi dans un escalier jusqu'à un bureau où il s'est enfermé. La silhouette s'est glissée sous la porte et dans la pièce, puis s'est transformée en un énorme ours noir. Le garde a tenté de poignarder l'ours avec sa baïonnette. Cependant, cela n'a eu aucun effet. L'ours a regardé l'homme puis a lentement disparu, comme pour dire « Tu ne mérites pas que je perde mon temps avec toi ». La terreur que l'homme a ressentie était si intense que son cœur a lâché et il est mort quelques jours plus tard. La Tour de Londres a abrité une multitude d'occupants, dont certains rôdent encore. La tour est évidemment devenue un monument emblématique et une institution culturelle anglaise. Mais les mythes et légendes qui entourent la structure ont captivé l'imagination du monde entier. Ces phénomènes inexpliqués étaient-ils simplement des inventions, produits d'imagination trop fertile, ou sont-ils la façon dont les esprits des morts expriment l'indicible cruauté vécue dans la tour? Nous ne le saurons sans doute jamais.
Tout le monde sait que le plus grand danger dans ce monde, c'est qu'à tout moment, sans prévenir, nous pouvons être pris dans l'aspiration rapide et soudaine des sables mouvants. Ou du moins, c'est ce qu'on ressentait quand on était enfant. En réalité, les dangers des sables mouvants et la probabilité d'en rencontrer ont été largement exagérés par les films et la télévision. Alors, pourquoi en avions-nous tous si peur ? Et qu'est-ce que c'est, vraiment ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons plonger dans les détails pour répondre à la question. Pourquoi avions-nous tous si peur des sables mouvants quand nous étions enfants ? D'accord, essayons de ne pas nous laisser submerger. Il y a de fortes chances que, lorsque vous imaginez des sables mouvants, vous ayez en tête une image tirée d'un film ou d'une série télévisée. Pendant longtemps dans l'histoire du cinéma et de la télévision, les sables mouvants étaient une menace constante pour les stars d'action, les héros de fantasy et les mascottes de dessins animés. Que ce soit l'un des 3 périls du marais de feu de Princess Bride, ou une punition injuste chez les Schtroumpfs, ou de la scène de l'histoire sans fin qui t'envoie en thérapie, les sables mouvants semblaient particulièrement omniprésents dans les divertissements des années 80. Tout au long de la décennie, un film sur 75 sorti en salle comportait une scène de sable mouvant, et à chaque apparition, cela avait l'air différent de la fois précédente. Parfois, le piège de sable mouvant engloutissait tout instantanément. D'autres fois, c'était un processus long et interminable. Nos héros pouvaient se mettre en sécurité, ou le personnage excentrique ne pas survivre. Le sable pouvait être doux et fin, ou épais et boueux. Parfois, ce n'était même pas du sable, mais de la boue, du goudron ou toute substance gluante assez pour coincer nos personnages. Les possibilités pour les sables mouvants étaient infinies, mais l'effet était toujours le même. Le public était horrifié. L'idée que l'on puisse marcher tranquillement et soudain se retrouver en train de s'enfoncer dans le sol n'était pas agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela faisait appel à ce côté animal de notre cerveau qui veut nous faire survivre par tous les moyens nécessaires. Et à un niveau plus profond, les sables mouvants représentaient une peur profonde de l'inconnu. Les temps changeants pouvaient effrayer. Explorer des lieux étranges et affronter des dangers cachés était à la fois terrifiant et excitant, ce qui explique peut-être la fréquence de ces représentations à l'époque. Mais les années 80 n'étaient pas l'âge d'or des sables mouvants que nous imaginons. Elles n'étaient ni le début ni l'apogée de cette tendance. Bien sûr, tous ces films et séries télévisées ont apporté leur propre touche au phénomène pour répondre aux besoins de leur scénario, mais ils ne faisaient que suivre les traces bien établies des médias qui les ont précédés. Et quand il n'y a qu'une seule série d'empreintes, vous savez qu'ils sont tombés dans les sables mouvants. Une des premières représentations des sables mouvants vient d'une bande dessinée millénaire relatant des événements précédant la conquête normande de l'Angleterre. L'un de ces événements fut le sauvetage de 2 soldats par celui qui allait devenir le roi Harold, qui les a tirés d'une boue profonde. 500 ans plus tard, les romanciers, poètes et dramaturges anglais faisaient souvent référence aux sables mouvants dans leur littérature, avec des auteurs comme Shakespeare qui décrit le duc Clarence dans Henri VI comme un sable mouvant de tromperie. Au XIXe siècle, la littérature américaine faisait référence aux trous d'effondrement dans le Far West. Et enfin, dans les années 1960, cette catastrophe pas si naturelle atteignait un sommet de popularité. Dans le monde réel, la guerre du Vietnam était devenue inextricablement liée à l'idée des sables mouvants, en référence au fait d'entraîner les Américains dans un conflit qui s'intensifiait et dont il n'y avait aucune issue. Mais c'est au cinéma que les sables mouvants se sont vraiment ancrés dans la conscience du public. Le classique de 1962, Lawrence d'Arabie, est aujourd'hui reconnu comme une référence cinématographique et a remporté 7 Oscars l'année de sa sortie, dont le très convoité prix du meilleur film. Le film contient aussi une scène où un garçon est englouti en quelques secondes par des sables mouvants, mais son chameau survit. On ne peut pas en dire autant d'Artax. Hey, l'histoire sans fin. Peut-être que si tu avais laissé le cheval sortir des sables, tu aurais gagné 7 Oscars au lieu d'un seul Saturn Award. Je dis ça comme ça. Néanmoins, même si Lawrence d'Arabie n'a pas été le premier à utiliser des sables mouvants pour des scènes palpitantes, il a certainement contribué à les populariser. À la fin des années 1960, 3% des films produits comportaient des sables mouvants. Ça ne semble probablement pas énorme, mais cela revient à un film sur 35 réalisé pendant une période de 10 ans. Bien que la tendance ait diminué ensuite, il restait encore largement de quoi faire côté sables mouvants. Nous avons vécu 3 décennies de ce genre de choses jusqu'à ce que nous ayons l'impression d'être nous-mêmes coincés dans des sables mouvants et condamnés à être complètement engloutis par eux. Heureusement, Hollywood nous a sauvés d'une mort certaine. Dans les années 1990, les sables mouvants avaient disparu des films et de la télévision. Elle avait été engloutie par les sables du temps et ne refaisait généralement surface que pour être moquée et parodiée comme un clin d'œil loufoque à l'ancienne façon de faire des films d'aventure.
Lost était l'une des séries télé les plus populaires des années 2000. Elle suit des survivants échoués sur une île mystérieuse après un crash d'avion. Et, en plus d'assommer son public avec de nouvelles énigmes et indices à chaque épisode, il y avait aussi pas mal d'action et d'aventures. On pourrait croire qu'une île déserte serait idéale pour intégrer des sables mouvants dangereux. Mais aucun des personnages n'en a jamais rencontré. Bien sûr, ils ont trouvé des ours polaires et des voyages dans le temps, mais pas de sable mouvant. En 2010, le producteur exécutif de Lost, Carlton Cuse, s'est exprimé sur l'absence de sable mouvant dans la série. Selon Hughes, nous étions un peu inquiets que cela paraisse simplement ringard. Ça semblait trop cliché, ça faisait démodé. Pour réitérer, les créateurs de Lost estimaient qu'ajouter des sables mouvants à leur série sur des monstres de fumée géants et des pouvoirs surhumains inexpliqués était trop ridicule. Les sables mouvants étaient devenus un souffre-douleur culturel dans le nouveau millénaire. Même avant 2010, ils étaient critiqués pour plus que leur statut de cliché. En 2004, l'émission populaire Mythbusters, qui suivait une équipe d'ingénieurs réalisant des expériences scientifiques spectaculaires pour tester des théories populaires ou des scènes issues de la culture pop, s'est attaquée au concept des sables mouvants qui engloutissent rapidement et l'a démystifié. Indiana Jones a peut-être affronté son plus grand ennemi pour sortir d'un piège de sable mouvant dans le royaume du crâne de cristal en 2008, mais à ce moment-là, l'équipe de Mythbusters avait déjà déterminé qu'il était impossible de perdre la vie dans ce genre de situation, peu importe les efforts fournis. Donc, n'ayez aucune crainte. Non seulement les sables mouvants sont un élément d'action dépassé d'une époque révolue d'Hollywood, mais en plus, ils ne sont absolument pas mortels. En quelque sorte, il y a un gros bémol à cette affirmation qu'il faut éclaircir. Les Mythbusters avaient raison, les sables mouvants ne vous tueront pas. On en trouve partout où il y a de l'eau ou du sable, un ingrédient essentiel. Les sables mouvants réels font rarement plus de quelques pieds de profondeur. Et à cause de la flottabilité du corps humain, vous ne pourriez de toute façon pas y couler. Heureusement, les fosses de sable mouvant sont aussi assez faciles à repérer, car elles prennent une consistance presque gélatineuse lorsqu'elles ne sont pas dérangées. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont totalement inoffensives. En réalité, les sables mouvants ont joué un rôle dans 2 décès récents et tragiques. Le véritable danger des sables mouvants, c'est qu'ils peuvent vous piéger sur place, ce qui vous rend vulnérable à la faune et aux éléments. Si vous êtes seul, cela peut être particulièrement dangereux, mais ce n'est pas une condamnation à mort. Plusieurs personnes, dont un homme de 78 ans en Floride en 2016, ont survécu aux sables mouvants en criant à l'aide jusqu'à l'arrivée de secours. Mais cet homme a aussi eu de la chance, car pour survivre au sable mouvant, l'emplacement est crucial. Si l'endroit où vous êtes piégé se trouve près d'un plan d'eau avec une marée montante, vous pourriez vous retrouver dans de sérieux ennuis. C'est exactement ce qui s'est passé en 2015 lorsque José Rey Escobedo, âgé de 50 ans, s'est noyé après être resté coincé dans des sables mouvants sur la rivière San Antonio. Les autorités ont finalement découvert son corps après 3 jours, toujours coincé dans le sable. Puis, en 2023, un étudiant de 20 ans nommé Zachary Porter a été piégé dans de la boue jusqu'à la taille le long du Turnagain Arm en Alaska. Bien que ses amis aient immédiatement appelé le 911, les secouristes n'ont pas pu l'atteindre avant que la marée ne monte et Porter s'est noyé. Comment exactement de telles tragédies se produisent-elles ? Eh bien, puisque les sables mouvants ne sont qu'un mélange d'eau et de sable densément compacté, leur consistance ressemble davantage à de l'argile. La friction entre les particules diminue et la masse ne conserve pas sa forme lorsqu'elle est perturbée, par exemple, par le poids d'un pied humain. Au lieu de résister à la force, elle l'absorbe, littéralement. Il existe aussi une version sèche des sables mouvants, plus rare dans la réalité, mais simulée en toute sécurité en laboratoire. Les sables mouvants secs apparaissent quand du sable, mélangé à de l'air, crée un effet tout aussi dépourvu de friction que sa contrepartie densément compactée. Dans ce cas, lorsqu'il est perturbé par une pression extérieure, le sable s'effondre sur lui-même, vous entraînant avec lui dans une classique scène à la Lawrence d'Arabie. Dans tous les cas, humide ou sec, une fois que vous êtes dedans, il est difficile, mais pas impossible d'en sortir. Si vous vivez un cauchemar digne d'un film des années 80, rappelez-vous que tout espoir n'est pas perdu. Tout d'abord, essayez d'éviter de rester coincé en évitant ces zones de terre gélatineuses le long des rives et des plages. Mais si vous vous retrouvez déjà piégé, il y a encore quelque chose que vous pouvez faire.
Si vous voulez vraiment vous libérer des sables mouvants, la première étape est de rester calme. S'agiter et remuer le sable pourrait vous faire enfoncer davantage. L'astuce consiste à vous pencher en arrière, à répartir votre poids autant que possible et à faire de petits mouvements réguliers et répétés avec vos jambes. Cela devrait mettre assez d'eau et de friction dans le sable entre vos jambes pour vous permettre de vous libérer. Et une fois que vous avez affronté les mares de sable mouvant, il ne vous reste plus que les rousses. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne pensons pas qu'ils existent. Certains appellent ça de la magie noire, d'autres de la sorcellerie, et d'autres encore disent que c'est complètement absurde. Peu importe vos croyances, la nécromancie, ou communication avec les morts, possède une histoire longue et riche, qui remonte à la Perse antique, à la Grèce, à Rome et à l'Europe médiévale, et perdure aujourd'hui dans certains endroits. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, et les légendes qui l'entourent sont parfois terrifiantes. Aujourd'hui, découvrons tout ce que vous ignorez sur la nécromancie. Il est temps d'être sérieux. On va parler sérieusement, très sérieusement. La première fois que l'idée de la nécromancie a été mentionnée dans la littérature, c'était dans l'Odyssée d'Homère, en faisant référence à la puissante sorcière Circé. Elle avait accompagné Ulysse aux enfers pour déterminer si son retour chez lui, son Odyssée, si vous préférez, serait couronné de succès. Le prophète Tirésias semblait toujours avoir un don pour la clairvoyance, c'est pourquoi il fut l'esprit chanceux choisi pour être réveillé. Après avoir accompli les rituels, Ulysse sacrifia un mouton, prépara des smoothies de mouton pour ses compagnons défunts et s'entretint avec plusieurs esprits qui lui donnèrent conseils et avertissements. Tout cet effort pour obtenir quelques éclaircissements sur les succès futurs d'Ulysse et en apprendre un peu plus sur un royaume interdit où les humains n'avaient aucune vision de ce genre. La popularité de cette épopée et les efforts d'Ulysse pour découvrir son destin ont amené beaucoup à réfléchir aux implications religieuses et éthiques de la nécromancie, prolongeant ainsi le débat dans l'histoire. On croit depuis longtemps que les sorcières collaborent avec les esprits des animaux, des plantes et de la terre pour invoquer leur magie, ce qui paraît assez agréable. Cependant, l'histoire de Sextus Pompée, tirée de l'épopée farsale du poète romain Lucain, est loin d'être aussi agréable. Il avait besoin de l'aide d'Érito, une sorcière thessalienne réputée pour ses talents et sa mauvaise réputation, installée dans un cimetière. Premier signal d'alarme. Mais Sextus était désespéré de connaître l'issue d'une guerre civile avant qu'elle n'ait lieu et il recruta la sorcière pour discuter avec les morts et obtenir des réponses. Ils ont cherché un cadavre aux poumons intacts capable de parler sur un champ de bataille, puis l'ont emmené dans une grotte pour le rituel. Le cadavre a parlé, n'apportant que de mauvaises nouvelles à Sextus. Une sombre guerre civile approchait et il n'y survivrait sûrement pas. Cependant, puisque savoir c'est déjà la moitié de la bataille, Sextus était satisfait de connaître son destin et partit accomplir l'autre moitié de la bataille, c'est-à-dire le combat réel. Mais il n'est pas nécessaire d'être un nécromancien pour connaître la suite de l'histoire et savoir qu'elle s'est mal terminée pour eux. Il suffit de lire la suite de l'histoire. Si vous assistez à un rituel nécromantique, comprenez que le spectacle sera banal, grotesque et extrêmement élaboré, comme un concours de mangeurs de hot-dog. Vous trouverez tous les accessoires généralement associés à l'invocation des morts. Des talismans, des cercles magiques, des bougies, des symboles étranges et même des baguettes magiques. Après les réjouissances, le nécromancien choisit une méthode pour invoquer le défunt, souvent dans un lieu mélancolique comme un cimetière ou des ruines. Les nécromanciens portent parfois les vêtements du défunt et restent immobiles des jours pour les faire revenir. Ou, pour une résurrection de Ghoul plus rapide, la mutilation du cadavre faisait généralement l'affaire, un peu comme jeter des pierres sur une ruche. Selon le folklore, l'invocation dépendait du fait que le défunt soit mort dans l'année précédant le rite. Au-delà de ce délai, le corps physique ne pouvait plus être relevé, ne laissant qu'un fantôme comme seule option. Et ces types ont tendance à rester bien après qu'on les a invités. L'auteur Robert Mazello a établi quelques règles de base sur la façon dont un rituel de nécromancie typique devait se dérouler pour obtenir les meilleurs résultats. Après avoir sorti le corps du cercueil, il devait être allongé la tête vers l'est, face au soleil levant. Pour faciliter la conjuration, un petit plat de vin enflammé, de mastic et d'huile douce était posé près de la main droite. Vous pouviez aussi tremper 2 doigts du cadavre dans le liquide chaud pour faire une farce aux morts vivants. Bien sûr, les rituels et incantations différaient selon les cultures, mais tous visaient à ordonner à un esprit de satisfaire les demandes des vivants. Si tout se déroulait comme prévu, le cadavre se relevait et répondait aux questions du nécromancien. La récompense pour ces informations était la paix du corps, par l'enterrement ou la crémation pour éviter toute réanimation.
peut-être devriez-vous envisager un cercueil avec serrure. Recourir à des rituels pour interroger les morts est courant dans presque toutes les cultures. Mais que savaient réellement les morts? Est-ce seulement des connaissances métaphysiques? Peuvent-ils vraiment vous aider à jouer les Biftanen sur DraftKings? Voilà une question controversée depuis des siècles. Ovide décrit dans les Métamorphoses l'au-delà comme un vaste marché souterrain où les morts échangent nouvelles et potins. Cependant, les visions de la vie après la mort dans d'autres religions étaient plus sinistres. La nécromancie est souvent vue comme une forme controversée de magie noire, elle-même déjà sujette à controverse. Cependant, de nombreux clercs au Moyen-Âge étudiaient et pratiquaient un peu de nécromancie en secret. Ils pensaient que la nécromancie les aiderait à accomplir de nombreux exploits sur les plans personnels et spirituels et que leur formation cléricale leur permettrait de réussir ces rituels. Leur raison de jouer à Dieu à l'aide de questions banales, comme retrouver des objets perdus, même si on aurait tous besoin d'aide pour retrouver notre fichu téléphone parfois, à des entreprises un peu plus importantes, comme identifier les coupables de crimes ou même prédire l'avenir. Pour les chrétiens, ramener des esprits non vivants était un énorme interdit. Bien que leur symbole religieux soit un homme ressuscité, les chrétiens disent mais que toute tentative de ramener les morts va contre l'autorité de Dieu. Au Moyen-Âge, on pensait que l'intervention de Dieu était indispensable pour invoquer les morts. Ainsi, n'importe quel quidam, même Merlin qui tentait de réaliser cet acte, devait donc utiliser des esprits maléfiques pour y parvenir. Prier des saints décédés ou des proches disparus peut, techniquement, être vu comme une pratique magique pour contacter les morts. Minuit est le meilleur moment pour pratiquer la nécromancie. Si la nuit s'accompagne de vent, de pluie et d'éclairs, c'est un appel irrésistible pour les esprits qui se manifestent plus aisément par temps orageux. Les pratiques varient selon les cultures, mais la majorité des rituels se déroulent dans une atmosphère de profonde contemplation et de morbidité, à la lueur tamisée des torches, qui éclairaient à peine la scène. Si le mort que l'on voulait relever se trouvait dans un cimetière, on traçait des cercles magiques autour de la tombe et brûlait des plantes puissantes comme la ciguë, la mandragore ou l'opium. Tous ces petits détails créaient l'ambiance parfaite pour qu'un cadavre se dévore lui-même dans sa tombe et commence à obéir aux ordres des vivants. La nécromancie existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, la nécromancie considère que les morts guident les vivants vers une meilleure compréhension plutôt que de pratiquer les résurrections d'autrefois. La religion afro-brésilienne Quimbanda affirme qu'il existe divers esprits avec lesquels interagir, chacun ayant des forces à invoquer. Il existe un groupe d'esprits féminins appelé Pambagiras et un groupe d'esprits masculins appelé Exus que l'on peut invoquer pour aider dans des tâches spécifiques. Si vous avez un problème et ignorez quel esprit invoquer, contactez un praticien local de Quimbanda qui pourra vous aider. Les nécromanciens modernes ont quelques nouveaux tours dans leur sac qu'ils utilisent pour obtenir les réponses dont ils ont besoin. Ils jettent des os, mais pas comme le ferait un joueur de craps. Cette pratique consiste à jeter des os et à prédire l'avenir selon leur position. Ils peuvent aussi utiliser l'énergie des morts, version moderne de la réanimation, sans la brutalité liée à la profanation d'un site funéraire. Alors que la communauté de nécromancie en ligne est en plein essor, l'ancien rituel de ressusciter les morts a lui aussi pratiquement disparu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous diront qu'ils peuvent parler aux morts, mais pour une raison quelconque, la plupart d'entre eux sont à la télévision. Qu'en pensez-vous? Essayeriez-vous de contacter les défunts un jour? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de notre série Histoire insolite.